Bonjour et bienvenue dans cette émission du 29 novembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Nous allons revenir aujourd'hui sur la très grave et très actuelle question de la traumatisation des enfants à l'école du fait des cours d'effraction sexuelle présentés comme des cours d'éducation sexuelle et du mouvement en faveur de la légalisation de la pédophilie. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je souligne que Maître Michel Hammas, qui a fait l'objet de l'émission d'hier dans ses efforts pour arracher des enfants placés au sort funeste dans lequel l'administration les a mis, a rappelé aujourd'hui sur sa page X l'existence d'une pétition pour la réforme des procédures de placement des enfants qui a déjà 25 000 signatures. Vous pouvez la trouver sur le site Mes Opinions, vous avez les références à l'écran. Et en rappelant qu'une des racines du problème est que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, est en fait une institution qui est dans une logique du chiffre. Elle doit réaliser un certain nombre de placements avec des financements de l'État. Et donc cette mécanique aveugle, comme cela se voit tellement aujourd'hui, hélas, s'est substituée au sens profond de l'intérêt des enfants et de la collectivité dans son ensemble. L'émission d'aujourd'hui sera courte car je vous suggère d'aller visionner un entretien qui a été mis en ligne aujourd'hui par la chaîne NTD France sur son canal YouTube et son canal X. Il s'agit d'un entretien que j'ai accordé à la journaliste Laetitia Rodriguez autour du thème de cette soi-disant éducation sexuelle et de ses impacts sur les générations à venir du fait des traumatismes qu'elle génère. C'est un sujet que j'ai déjà abondamment traité, donc je vous redonne une nouvelle fois des références extraordinairement solides. Peut-être la plus complète, c'est l'émission que Carl Zero a réalisée sur la base de son interview d'Ariane Bilran intitulée « L'éducation sexuelle selon l'OMS, danger ». Il y a également cet excellent entretien accordé il y a un certain temps déjà par Ariane Bilran à François sur le thème de la dérive totalitaire et l'émission que j'ai moi-même produite dans le cadre de cette chaîne le 11 mai 2023 et où je fais vraiment un tour d'horizon extrêmement documenté et explicatif des tenants et des aboutissants de cette histoire. Je vous rappelle évidemment les ressources documentaires du livre d'Ariane Bilran, paru avant la crise sanitaire, L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Donc c'est peu dire qu'elle avait bien anticipé les choses. Et puis l'excellent travail d'une journaliste sur le site dondevamos.canalblog.com. Et en vous rendant sur ce site, vous trouverez tout un ensemble d'articles extrêmement bien faits, extrêmement rigoureux sur la réalité des réseaux pédocriminels, qui est un autre sujet que nous allons aborder prochainement encore cette semaine, et puis sur l'origine de ces programmes soi-disant d'éducation sexuelle et le lien avec le pédocriminel Alfred Kinsey, dont je parle abondamment dans l'entretien que je viens de mentionner. Savoir aussi que le 13 mai 2023, il y a une journée complète consacrée à cette question, la dérive totalitaire sur les enfants, avec plein d'intervenants passionnants, et puis qu'une association nouvelle qui s'appelle l'Organisation nationale éthique, santé et transparence vient de lancer une pétition contre la sexualisation des enfants. Vous pouvez trouver toutes les références utiles sur la page X de Honest, Organisation nationale éthique, santé et transparente, alternative. Je vous renvoie bien sûr aussi à l'excellent livre de maître Virginie de Recchia, Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire, éducation sexuelle et changement de mœurs, qui va extrêmement en profondeur dans cette question. Alors j'aimerais juste revenir ici sur une question qui m'est souvent posée, où on nous dit, bon d'accord, vous avez dénoncé les standards d'éducation sexuelle qui effectivement contiennent des éléments très explicites, d'aborder des sujets comme la masturbation dès l'âge de 1, 2, 4 ans, de parler du sexe oral et anal dès l'âge de 7, 8 ans, enfin des choses qui sont totalement inadaptées à l'évolution du psychisme de l'enfant, mais lorsque nous disons que cela recouvre également un projet de légalisation de la pédophilie, à ce moment-là on a souvent la question, mais où trouve-t-on les références par rapport à ça ?
Alors de nouveau, je trouve qu'il est toujours important de resituer les thématiques dans une perspective dynamique. Qui, il y a 3 ans, aurait pensé envisageable que l'État interdise à des personnes malades d'aller se faire soigner chez leur médecin généraliste et interdise à ces médecins généralistes d'utiliser les remèdes de leur choix figurant dans la pharmacopée disponible. On aurait dit ça à n'importe qui en 2019, on se serait fait traiter de fou. Qui, en 2019, aurait considéré sérieusement la possibilité que l'État impose une expérimentation médicale génique et hasardeuse, alors qu'il est totalement interdit de faire ça en dehors d'essais cliniques sur des populations extrêmement limitées. Si vous aviez évoqué ce scénario, les gens vous auraient ri au nez. Et voilà que 3 ans après, tout a été organisé. Donc, ce que j'aborde aujourd'hui contient un ensemble de prémices qui me semblent aller de manière significative dans la direction que nous redoutons, mais il n'y a pas encore, bien sûr, de texte qui légalise la pédophilie. Et d'ailleurs, même dans son intention, à mon sens, de cet ordre, l'ONU, bien sûr, ne va pas dire « nous allons légaliser la pédophilie ». Cela se fait par des moyens détournés. Et sur cette question, il faut déjà revenir dans cette réalité dynamique que la pédophilie a été tolérée de manière totalement inacceptable récemment, qu'elle est encore tolérée aujourd'hui et qu'il y a des ouvertures pour qu'elle soit encore plus tolérée demain. Alors, si on reprend les choses quelques décennies en arrière, il y a cet épisode que j'aime bien citer parce qu'il est tellement emblématique du passage en 1975 chez Bernard Pivot dans la très prestigieuse émission littéraire Apostrophe de Vladimir Nabokov, l'immense écrivain, auteur du célèbre roman Lolita, où une très jeune fille, tout juste pubère ou prépubère, était l'objet de la séduction d'un homme plus âgé. Et dans cette émission, que malheureusement je ne peux pas reprendre à cause de la politique de droit d'auteur de France Télévisions, qui est totalement contraire aux usages en la matière, mais on voit effectivement Bernard Pivot, goguenard, qui traite Lolita de petite fille perverse qui va allumer cet homme beaucoup plus âgé qu'elle. Et Nabokov a répondu de manière extrêmement ferme, en disant non, c'est pas du tout que Lolita est perverse, c'est qu'elle est victime de cet homme trop âgé qui l'arrache à son enfance, la viole, la broie. Et en fait, ce qui est reflété dans le roman, c'est les fantasmes de Humbert Humbert sur cette jeune fille, mais qui est une victime de l'attirance et de la transgression libidineuse du vieil homme. Se souvenir aussi de cette fameuse pétition par laquelle nombre d'intellectuels français défendaient la pédophilie, au nombre desquels Bernard Kouchner, Jack Lang, avec d'autres personnalités en vogue comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Françoise Dolto et tant d'autres. Et sachant que, bien sûr, Gabriel Masneff, et que, comme résultat, entre guillemets, de ça, le fils de Bernard Kouchner, âgé de 13 ans, a été victime d'actes de pédophilie de la part d'Olivier Duhamel dans un scandale qui a été révélé publiquement, mais donc au su de toute une pseudo-élite et intelligentsia parisienne qui ne réagissait pas du tout au côté extrêmement anormal et pathologique de la chose. Et avec toujours ces modes défensifs. La pétition de Masneff, je ne l'ai même pas lue. Daniel Cohn-Bendit et moi l'avons signée parce que Jacques Lang nous l'avait demandé. Donc c'est jamais de sa faute, il n'y a jamais de conscience, c'est du grand n'importe quoi. Et donc voilà, cette banalisation, cette minimisation de la gravité de la pédophilie, on se souvient que cette pétition visait à légaliser les rapports avec des jeunes entre 13 et 15 ans pour des personnes beaucoup plus âgées. On sait qu'aujourd'hui, dans 97% des cas, les pédocriminels ne sont pas condamnés. Donc il y a une tolérance de facto, une légalisation de facto de la pédocriminalité dès lors qu'elle n'est pas poursuivie. Eh bien, en ce qui concerne l'avenir, vous voyez qu'en 2017 déjà, donc il y a peu, parlant des projets extrêmement dangereux de l'OMS, l'OPS s'exclamait « L'OMS traite de sexualité enfantine, quelle bouffée d'air frais !» Une éducation sexuelle obligatoire fondée sur l'épanouissement, l'aspect important du plaisir, une ode au plaisir sexuel décomplexé. Quel bonheur, même si ça s'adresse à des enfants. Aujourd'hui, j'ai déjà parlé de ces programmes à la télévision néerlandaise
où on montre des adolescents, des jeunes gens mineurs ayant subi des chirurgies mutilatoires de genre, sont exposés pour montrer aux enfants âgés de 8 à 12 ans à quel point cela est normal. Ou ces clips qui voient des enfants en très bas âge être confrontés à des jouets sexuels, à des godemichés, à des vibromasseurs, et voilà, de manière totalement décomplexée, mais surtout sans aucun égard sur ce que peuvent vivre ces enfants qu'on met en scène de manière soi-disant plaisante, mais qui évidemment ne l'est pas quant à la réalité de ce que ça leur fait vivre. Alors si on en vient maintenant à la légalisation de la pédophilie, vous savez, aujourd'hui, il suffit de prendre la presse mainstream et ses dénégations pour pouvoir trouver les bonnes sources. Quand les gens disent « j'ai pas trouvé les textes auxquels vous vous référiez », c'est un petit truc de recherche. Mais puisqu'aujourd'hui, la presse mainstream est dans la dénégation de manière systémique, partez de leur dénégation. Quand l'IB dit « non, non, il n'y a pas d'effet indésirable pour les injections géniques », allez voir, c'est exactement là où on verra ce qu'ils sont en train de dénier, etc. Non, non, ça n'est pas contraire au droit de la santé d'infliger ça à tout le monde. Et donc, ce qu'on observe là, c'est que dans son effort pour codifier ses intentions en matière de sexualité, l'ONU a travaillé avec une commission de juristes internationales sur un texte, les principes de base pour une approche basée sur les droits humains, des lois criminelles, qui proscrivent, donc qui interdisent, les conduites associées au sexe, à la reproduction, à l'usage de drogue, au HIV, au fait d'être sans-abri et la pauvreté. Donc on voit que ça ratisse large. Et puis là, on trouve à l'article 16 cette notion, alors effectivement, c'est très emberlificoté. Les conduites sexuelles consensuelles ne doivent pas être criminalisés en aucune circonstance. Dès lors qu'il y a consentement mutuel, ça ne doit pas être criminalisé. Plus bas, il est dit, en respect des applications de la loi pénale, s'il y a un âge minimal de consentement, cela doit être appliqué de manière non discriminatoire, c'est-à-dire que ça ne soit pas lié à l'orientation de genre ou autre chose. Mais vous voyez, il est précisé que des conduites sexuelles impliquant des personnes en dessous de l'âge légal de majorité sexuelle peuvent être consensuelles de toute manière, même si la loi ne les considère pas ainsi. Et, dans ce contexte, l'application de la loi pénale doit toujours refléter les droits et la capacité des personnes âgées de moins de 18 ans de prendre des décisions conformes à leur âge en s'engageant dans des conduites sexuelles consensuelles. Alors évidemment, si on imagine qu'il y a une majorité sexuelle à 18 ans dans un pays et que des jeunes de 17 ans et demi, un garçon et une fille, ou deux garçons ou deux filles, que sais-je, de manière consensuelle s'engagent dans une activité sexuelle, on comprend bien l'importance de ne pas pénaliser ce comportement. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'évidemment que l'âge du consentement, la majorité sexuelle n'est pas statique, comme les exemples sanitaires que je vous ai donnés, ça évolue avec le temps, et que rien ne dit que ça ne va pas changer à un moment donné, sachant qu'à cause de toute l'imposture des droits sexuels, on est en train de faire croire que le droit au plaisir sexuel existe même chez les enfants depuis leur naissance, et donc ils peuvent par hypothèse consentir à une relation sexuelle avec un majeur, avec un adulte. Et c'est là où on voit la rencontre possible de ces deux lignes de force. Je rappelle qu'il y a peu, le Conseil fédéral en Suisse, le gouvernement considérait qu'on pouvait être sexuellement consentant dès 12 ans. Alors bien sûr, il est dit que en dessous de la majorité sexuelle, il faut qu'il n'y ait pas plus de 2 à 3 ans d'écart entre les partenaires pour que ça ne soit pas pénal. Mais si on prend le couple présidentiel français, c'est en train de faire des vagues actuellement à l'international. On disait, mais quand même, une prof âgée de 39 ans et un élève de 15 ans, ça la fout mal. Sauf que Emmanuel Macron avait 14 ans à cette époque. Donc on est exactement dans le détournement de mineurs, mais tout le monde fait semblant que ça n'existe pas. Et c'est bien ça le problème. C'est que comme les choses ne sont pas statiques, le fait de dire
des relations peuvent être consensuelles et considérées comme telles indépendamment de l'âge légal et des autres considérations, ouvre la porte au fait que demain, il puisse y avoir des réaménagements qui rendent possible l'exercice de la pédophilie. Alors, je vous donne vraiment des exemples, parce qu'il ne faut pas être dans l'idée générale ou le soupçon ou le procès d'intention. Il faut observer ce qui se passe dans l'air du temps, comme dirait mon maître Michel Maffezoli. En Australie, il y a une étude qui vient d'être publiée par l'Université de Nouvelle-Galles du Sud qui établit que près d'un homme sur 6 serait attiré sexuellement par les enfants. Et que 9% d'entre eux admettent avoir commis un délit de nature sexuelle. Alors, je ne remets pas en question la validité de cette étude, mais qu'est-ce que ça veut dire socialement, sociétalement, qu'elle soit publiée ? C'est qu'au fond, ça introduit l'idée qu'il n'est pas anormal ou inhabituel pour des hommes d'être attirés par des enfants. Aux États-Unis, on a vu, par exemple, des thérapeutes carcéraux travaillant avec des pédophiles parler de personnes attirées par des mineurs pour ne pas les discriminer. Dire c'est une orientation sexuelle comme une autre. Donc de manière plaisante, on pourrait dire, voilà, dans l'ancien temps, on avait des exhibitionnistes et des pédophiles. Aujourd'hui, on a des gens qui expriment librement leur orientation. On sait à quel point il y a une exposition de l'enfance dans le cadre de ce soi-disant mouvement de libération sexuelle LGBT. Vous voyez, un article publié dans The Atlantic, dans le défilé de la Pride de cette fin de semaine, un homme a exposé ses parties génitales à mon enfant âgé de 6 ans, elle était complètement horrifiée. Est-ce que j'élève une bigote ? Est-ce que l'enfant de 6 ans qui est choqué par ça est rétrograde ? Non mais c'est ça qui existe actuellement dans notre champ collectif. Un professeur d'université à l'université de Virginie, qui lui aussi dit que l'attirance sexuelle pour les enfants n'est pas toujours immorale, qu'il faut faire preuve de tolérance par rapport à ça. Donc c'est là où se situe notre propos. C'est que si d'un côté on dit les enfants peuvent avoir une attirance sexuelle pour des adultes et avoir envie consensuellement d'être en interaction sexuelle avec des adultes depuis le berceau, ce que dit la porte qu'ouvrent les droits sexuels, que le texte des juristes dit mais voilà, il faut toujours tenir compte de ce qu'un mineur est capable de vouloir pour voir si jamais il convient de sanctionner l'adulte qui s'en est pris à lui, là vous rentrez en plein dans la perspective d'une possible libération de la pédophilie. Alors, je vous renvoie encore à cette excellente interview. Toutes les interviews d'Ariane Biran en valent la peine, mais celle qu'elle vient d'accorder à André Berkoff autour de son livre « Psychopathologie du totalitarisme » et où elle explicite une fois de plus à quoi sert cette effraction, ce viol de l'enfance qui est en train d'être réalisé à grande échelle. Et puis bien sûr, je vous invite à prendre connaissance, si vous le souhaitez, ça dure une 40aine de minutes, cet entretien très complet dans lequel je parle de ce que nous avons évoqué, mais toujours dans une perspective anthropologique qui évidemment apporte quelque chose de différent que la simple approche philosophique ou psychopathologique, avec toutes les qualités que ces approches-là peuvent avoir et leurs nécessités. Mais c'est vrai que quand tout d'un coup vous amenez en plus un regard anthropologique, eh bien j'ai l'impression que ça enrichit encore le propos d'une manière qui fait vraiment apparaître de manière saillante la gravité de la dérive dans laquelle nous sommes. Un petit point d'ordre pour terminer, les émissions de demain et après-demain seront décalées d'un jour pour des raisons organisationnelles dont je vous prie de m'excuser. Donc l'émission prévue demain sur les réseaux pédocriminels sera diffusée vendredi et la revue de presse que je vous ai annoncée sera diffusée samedi. Je vous remercie. À après-demain.